Pyrénées. Il paraît que c'est une chaîne de liberté. Le voyage par le train m'emmène cette fois-ci au pied du massif pyrénéen pour une traversée montagneuse qui commence par des lagunes, des étangs, entre ciel et rivage, entre rails et villages, entre ballast et vignes de mer. Bagnoul-sur-Mer ici, Bagnoul-sur-Mer, 2 minutes d'arrêt. Bonjour, bienvenue dans le monde vu du train. Je suis à Banyuls, au bord de la Méditerranée, à 2 pas de la frontière espagnole. Et je vais traverser les Pyrénées jusqu'au Pays Basque, de la Méditerranée à l'Atlantique, par une région souvent méconnue. En attendant, j'ai rendez-vous avec un vigneron du coin de Banyuls qui produit un vin totalement bio. Allez, allons le voir. Banyuls, c'est une petite ville posée sur la mer qui n'en finit pas d'être langoureuse. Une certaine douceur de vivre y règne au pied des montagnes. Sans doute est-ce dû à son fameux vin, doux comme le climat qui berce ses rivages, ceux de la côte Vermeille. Jean-François II, le viticulteur bio, a choisi de cultiver sa vigne juste au-dessus de la mer. Voilà des années que ce vigneron a abandonné les engrais pour un vignoble au naturel. Bonjour Jean-François. Bonjour Olivier. Tu vas bien? Ravi de te rencontrer, très bien. Hein. Pareillement. Ravi de te voir sur tes terres. Sur mes terres, oui. C'est rare de voir des vignes aussi proches de la mer. C'est très joli là. Oui. Et ça va pour toi comme cadre, comme Ça bureau? va. Pour le bureau, ça va. C'est pas trop mal. Du bio, c'est quand même beaucoup de contraintes. En fait, ça revient à travailler la vigne comme le travaillaient nos ancêtres il y a 50 ans, 60 ans. Ça exige beaucoup plus de travail, on prend beaucoup plus de risques, on produit moins. Et donc économiquement, c'est pas facile à gérer tout ça. C'est un équilibre qui est beaucoup plus difficile à trouver. C'est une vie de fou. Ça n'arrête jamais, tout le temps en train de travailler, tout le temps des soucis, des problèmes. Ouais, parce que tu t'occupes bien sûr de la vigne, de la vigne, cave de la également. cave, de la commercialisation, enfin il faut tout faire, quoi. Jean-François est un obstiné. Il s'accroche à ses terres perchées contre vent et engrais. Pour rien au monde, il ne quitterait ces Pyrénées-Orientales où il a creusé son sillon. Il aurait même tendance à s'enterrer, du moins à prendre le frais dans une cave au vieux fût de chêne. Voilà, ici c'est le chai à barrique. C'est l'endroit où on stocke, on fait vieillir les collioures et les Banyuls. 50 ans, 100 ans ou plus. Ça dépend de ce qu'on recherche. Mais toi, tu le vends quand même un peu plus tôt. Oui, il y en a une partie qui est vendue tôt et une partie qui est gardée très très longtemps. Alors, Voilà, Collioure rouge 2010. merci. Beaucoup de finesse, du fruit. Il est très difficile de faire des très bons vins. Faire du vin, tout le monde fait du vin, mais après faire des très bons vins, c'est... Et toi, tu c'est as beaucoup mis plus du temps pour compliqué. l'apprendre. Moi, ça fait 30 ans que je fais des expériences, donc... Ah, j'oubliais, chez Jean-François, bio jusqu'au bout des ongles, pas de tracteur, que du mulet. La charrue, ça s'appelle un passe-partout. C'est écrit dessus, d'ailleurs. Non, le passe-partout, c'est... Passe-partout. C'est le truc, là. No, après són curtes. No, són prou llargues. No és cap tenir. Trobem sabordet. Bon, allez, on va labourer, c'est ça? Ouais. La vigne de Jean-François II est un cadeau du ciel et de la mer. Elle engendre un vin qui sent le soleil et les embruns sur un terroir rude mais généreux, à l'image de son vigneron. De Banyuls au Pays Basque, 600 km de périple par monts et par vaux. Ma prochaine étape, Villefranche de Conflans, à 60 km de la côte. Bois bien, attention à l'arrivée du train. Blottie dans les plis des Pyrénées, la cité de Villeneuve de Conflans a été fortifiée par Vauban. La France et l'Espagne alors se toisaient quand elle ne se faisait pas la guerre,
et la vallée avait des allures de ligne de front. Mais la bourgade est tout aussi connue pour une autre ligne, le fameux train jaune, qui a plus de 100 ans d'existence et qui fait désormais partie du patrimoine catalan. Bonjour. Je voudrais un billet pour Font-Romeu, s'il vous plaît. Donc aller simple ou aller-retour. Il paraît que ça monte beaucoup, la pente, là. Vous passez de 400 mètres ici à 1600 mètres, la gare la plus haute d'Europe de Bolker, en train sans crémaillère. Voilà, c'est 17h25, hein. C'est pas le prochain. D'accord. Merci. Je vous remercie, au revoir, bonne journée monsieur. Les Pyrénées, des montagnes en dents de scie. Ça commence bas, mais avec ce train jaune, ça grimpe très vite, jusqu'à 40% de pente. De quoi avoir le mal des montagnes. Les Pyrénées, il paraît que ça se mérite. Bonjour. Bonjour. On va s'asseoir. Bah allez-y. Vous allez à Font-Romeu aussi? Eh ben je remonte à Font-Romeu aussi, pour la montagne aussi. Enchanté, je m'appelle Olivier. Là. Cédric. Qu'est-ce que vous faites Eh ben je suis accompagnateur en montagne là-haut. Ah d'accord. Donc j'amène les gens randonner et les faire profiter de la montagne, des animaux. Et le soir, je raconte des histoires. Ce ne sont pas mes histoires, ce sont les histoires des gens du pays. C'est eux-mêmes qui me les ont racontées. D'accord. Et puis je me les suis appropriées et je leur raconte leurs histoires. Voilà, ce petit train jaune, eh ben, il a 100 ans. Donc en 1903, eh ben, les travaux ont commencé. En 1909, eh ben, les ouvrages d'art étaient terminés, ainsi que la voie ferrée, en tout cas entre Montlouis et Villefranche de Conflans. Et du coup, un premier train s'était lancé depuis Villefranche, et 1h30 plus tard, est arrivé à Montlouis. Impeccable, pas de problème. Il ne restait plus qu'à tester le petit train à toute charge. C'est donc le 18 octobre 1909, très exactement, qu'un train s'engage dans le petit matin. À son bord, le commandant Gisclar, le concepteur du viaduc métallique sur lequel on va passer. Cet homme nerveux était en train de lisser ses moustaches. Sur le pont, eh ben, le train s'est avancé, a reculé, tutoyant le vide à plus de 80 mètres de haut. Et vers 13h, les essais sont concluants. On décide de les arrêter. Au moment de repartir, le conducteur du train trouve la pression des freins un peu faiblarde. Du coup, il pousse sur une manette. Les avant-postes du quai, à ce moment-là, pensaient que c'était le signal du départ. Ils enlèvent les cales. Petit à petit, le train se met à glisser. Il prend de la vitesse. Ses essieux gémissent, ses tampons se heurtent violemment. Et les 7 passagers prennent conscience que le train s'est emballé. Certains sautent dans le vide, d'autres sont projetés dans les wagons. Et soudain, dans un bruit de ferraille, eh ben, le train fou saute par-dessus le ravin et s'écrase 30 mètres plus bas. Et donc à la Chambre des députés, on assiste à une levée de boucliers des détracteurs de ce petit train gourmand en capitaux. Certains crient haut et fort que chaque convoi devra être suivi d'un corbillard. Pendant que d'autres remettent carrément en cause la mise en service de la ligne. Et fort heureusement, les esprits vont se calmer. Et les ingénieurs du train rajouteront un frein supplémentaire à chaque motrice et à chaque plateforme. Moi Cédric, ça m'intéresserait de voir un petit peu ce que tu fais en randonnée. Là, on peut voir quelque chose aujourd'hui? Oui, bien sûr, oui. Je peux t'amener dans une zone là au-dessus d'un petit village de tailleurs de pierre, hein, à peu près à 1600 mètres d'altitude, et te montrer un peu comment on peut se débrouiller en montagne peut-être, avec des petites notions de survie. Je te suis. Allez, il n'y a pas de problème, Olivier. Un bivouac de survie au creux des Pyrénées, pareille invitation ne se refuse pas. C'est la surprise des rencontres. Mais tomber sur un conteur d'histoires fabuleuses dans un train mythique, c'est un coup de chance, non? Quelque part, oui. En route pour le fief de Cédric, le bivouac. Apprendre à survivre dans les Pyrénées, on ne sait jamais, ça peut servir. Du granit, ça? Ouais, pareil, c'est des pierres taillées, tu le vois, il y a la marque des coins. Là. Oui,
ta cache secrète ici, hein. Voilà. Ton petit paradis. Voilà, c'est mon petit coin de paradis. Super, hein. Voilà, on va s'arrêter là. On va s'installer, hein. Voilà, tu as la structure qui a été faite, tu vois, en noisetier. Juste 2 branches comme ceci, là, pour faire un triangle, avec la poutre fêtière un peu plus longue, et puis après plein de petites branches et des traverses. Voilà, donc le plus important, toujours partir de la base et remonter, hein, de façon à... Et accroché en haut. Ah, s'il pleut, eh ben, ça ruisselle du bon côté. Dis-moi, il y a du sanglier dans le coin là. Ah oui, c'est pas ce qui manque là. Ils viennent pas te dire bonjour là. Si, ils vont venir Le nous voir bivouac. cette nuit. Bon, ça dépend de quel côté tu dors, hein. C'est à droite ou à gauche. Moi je veux pas une seule goutte de pluie. Hein. Ou l'arroser le matin. Allez, ben, je crois que là on n'est pas trop mal. Donc tu me parlais des protéines, je te parlais des fourmis. Il y a une fourmilière dans le secteur. Et juste là. C'est ta réserve de fourmis. Ah ouais. Oh, je connais bien le coin là. Pas mal. Donc là, elles sont pas énervées, hein, ça va. Si on les énerve, eh ben, elles vont se mettre à cracher de l'acide formique, à te sauter dessus, à te pincer. Mais bon, on ne sent pas grand-chose. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est donc les fesses de la fourmi, donc l'abdomen, qui contient l'acide formique que tu peux consommer. Attends, tu enlèves quoi? Ah ben voilà, j'ai mangé, j'ai laissé la tête et les pattes. En bouche, ça goûte vraiment au vinaigre. Exact. Ça va? Ah oui. Donc avec une petite tomate, ça va te relever un petit peu. Ouais, mais excuse-moi, Cédric, il faut beaucoup de fourmis pour assaisonner notre tomate, non? Ah oui, mais bon, on se ramasse. On va y arriver. On va y arriver. Chacun notre petite cueillette de fourmis Allez, qu'on va allez. couper. Bon, avec ça, tu peux te débrouiller tout seul, hein? Oui, quelque part, oui. Ça nous permet de survivre. Ça va pas nous faire Allez, grossir, mais ça va nous permettre On en de prend survivre. quelques-unes pour la route. La nuit tombe lentement sur les Pyrénées. Pour le compteur marcheur, pas d'histoire. Il est temps de faire du feu. Alors on fait pas mal à l'arbre. Hein. On enlève juste un petit bout de peau. Ah là j'en ai une belle. Hop là. Sous l'écorce de bouleau, tu as une essence qui est très inflammable et qui va nous permettre d'allumer le feu très facilement. Donc en sorte c'est un amadou, hein, quelque chose qui va brûler très très vite. Voilà, bah, écoute, je pense que ça Je crois que ça suffire. suffit. Hein. Un petit dernier Un petit dernier pour la route. pour assurer Le barbecue. le coup. Tu devras combien de coups? Ah, jusqu'à que ce soit chaud. Hein. Oh, c'est parti. Les petites branchouilles qu'on Allez. avait préparées, qu'on va mettre en pyramide par-dessus. Il faut se dépêcher, hein, sinon. Voilà, c'est bon, là, tu t'en es super bien sorti. D'accord. Voilà une petite saucisse pyrénéenne. Voilà, à la Ah bon fourche Ouais. catalane, grillée à la fourche catalane. C'est très chaud. Mais ça va, elle est bien cuite. Délicieux, bien cuit. Ouais. Délicieux. Bon, Olivier, Comme base. voilà ton abri. Ok, super. Bon, bah écoute, voilà, tout ce qu'il faut. Hein. Merci, j'étais vraiment ravi d'avoir fait ta connaissance. Et puis, je repartirai demain matin à l'aube. À bientôt. Hein. Je vais aller dans mon abri. Ok. Passe une bonne nuit. Allez, merci Cédric, à bientôt. Au revoir. Bon, allez, une étape de plus. Bonne nuit. À demain. Le bivouac de Cédric a beau être agréable, on y fait des rêves de loup pyrénéen. Bonjour, vous allez à la maison des loups à Orlu? Oui. D'accord, vous pouvez m'emmener? Ok, gentil. Merci. Hein. Le rêve devient réalité à la maison des loups, à Orlu. On se croirait chez Jack London, plongé dans l'appel de la forêt. Un endroit unique où les loups sont recueillis, dans un parc de 7 hectares. Marc Bertalon, le directeur du parc, est un homme passionné par ces animaux. Voilà 15 ans qu'il s'évertue à changer l'image du loup, bien moins sauvage qu'il n'y paraît. Marc, ou l'homme qui veut danser avec les loups. Le loup, c'est un animal qui a peur de l'homme. Il a peur de la station debout.
Parce que dans la nature, les animaux ils sont au sol, rampants ou à quatre pattes, et nous, l'homme dans la nature, on est le seul animal à être vertical. Oui. On a toujours chassé les loups. Dans la tête du loup, il associe verticalité à homme, homme égale danger. Et comme preuve, je l'explique souvent au public, les louveteaux, quand ils ont 2 mois, on doit les vacciner. On rentre dans l'enclos, les loups s'en vont à l'opposé, on s'approche de la tanière, la maman est avec eux à l'intérieur, elle nous entend arriver, et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les abandonne, elle se sauve, elle ne cherche même pas à les défendre. Et moi, dans le monde animal, je ne connais pas beaucoup de femelles qui agissent ainsi. Je me suis rendu compte que le loup n'était pas cet animal méchant, comme on peut nous le faire croire, et que c'est un animal qui vit dans une structure extrêmement élaborée. Cette structure, c'est la meute, c'est très hiérarchisé. Donc à la tête de la meute, on trouve un couple dominant, c'est le couple alpha, la première lettre de l'alphabet grec, ensuite on a l'animal bêta, ainsi de suite, jusqu'à l'animal qui est tout à fait en bas de l'échelle, c'est l'animal oméga. Et c'est sur cet animal-là que va se déverser le trop-plein d'agressivité des autres. Il faut savoir une chose, c'est que chez les loups, il n'y a que le couple dominant qui va se reproduire, pas les autres. Ça va permettre de limiter les naissances. Pour devenir dominant, il y a des bagarres. Ces bagarres ont lieu au mois du rut, c'est-à-dire février-mars. Ce sont les animaux les plus forts, les plus courageux. Mais une bagarre, ça ne se gagne pas que par la force, ça se gagne aussi par la ruse. Quand on est un loup, si on sait se battre, on devient dominant, si on est dominant, on se reproduit. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a que ce couple-là qui se reproduit? Bien simplement, c'est que ces bagarres pour devenir dominant vont générer beaucoup de stress, notamment chez les autres femelles. La peur va bloquer le phénomène hormonal qui normalement devrait déclencher les chaleurs. Pas de chaleur, pas d'ovulation, pas de fécondation. Tout est prévu. Tout est prévu, mais chaque année, la dominance est remise en cause. Alors comment on appelle une maman loup? Une louve. Même une louve adulte, on va l'appeler aussi une louve. Hein. Très bien. Et donc la louve, elle est chef, puisqu'elle a eu des petits. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir les loups d'Europe, à l'entrée du parc. Ben vous verrez. Ils sont tellement bien cachés que parfois on les voit même pas. Même s'ils sont devant nous. La maison des loups, un beau refuge pour des animaux qui restent à découvrir et une école de sagesse dans un décor grandiose. Les Pyrénées sont une terre d'aventure où l'homme apprend à vivre avec d'autres meutes. Vous pouvez le faire pour grimper l'école avec ça? Ah, c'est une question d'habitude. Allez, je vous aide là, parce que c'est lourd. Il y a le ravitaillement. Ah, mais il est là. Voilà. Le ravitaillement, essentiel sur la route des Pyrénées, avec une ligne sinueuse qui plonge dans les vallées, le temps d'un livre ou le temps d'un rêve. Voilà, c'est Tarbes, une petite ville au pied des Pyrénées. C'est d'ailleurs tout droit, les montagnes, on les voit d'ici. Des cimes tellement belles qu'elles semblent inaccessibles. Surtout que le rail ici ne livre plus bataille. Les herbes des Pyrénées ont gagné et les montagnes peuvent sourire. Baudelaire voyait dans les Pyrénées un mystère divin que l'homme n'entend pas. Écoutons quand même, au bout du rail, la poésie des vallées perdues. Au col du Tourmalet, bien connu des coureurs cyclistes, j'ai rendez-vous avec Eric, un berger restaurateur qui est à l'estive, c'est-à-dire à l'alpage en langage pyrénéen. Ah, des lamas. Les ondes se seraient-elles invitées ici ? Bonjour Eric. Comment vas-tu? Content de te rencontrer. Et toi, ça va? Ça va très bien, merci. T'es bien monté? Je suis bien monté. Enfin, on m'a aidé un petit peu quand même. Hein. Mais dis-moi Eric, c'est le paradis, c'est la belle vie ici. Ah, on est près du bon Dieu, il nous le rend bien. Hein, on va rester là jusqu'à début septembre, mi-septembre, et après on va redescendre dans nos vallées, aller retrouver nos femmes. Ouais. Après la saison. On reste là pendant toute la saison avec les bêtes. Donc nous, on est pratiquement les seuls habitants à vivre à cette altitude dans les Pyrénées. Non, mais on va finir nous aussi. Oui, non, mais.
Là, c'est l'infirmerie. Il y a Serge qui... bonjour. Serge qui travaille, qui va travailler avec moi tout l'été. D'accord. C'est le berger. Ouais. On travaille ensemble. Et alors là, il est en train de soigner une bête. Alors, je la repère. Alors vous voyez, des gens comme lui, ben, il y en aura de moins en moins. Ouais. Parce que bon, aujourd'hui, ben, Ça se perd, hein. c'est des gens qui aiment ça, ils le font par passion. Ouais. Et rester 6 jours sur 7, et des fois, lui, il va rester pareil 7 jours sur 7. Alors, il ne regarde pas les heures. Ce matin, il a démarré. À quelle heure il était? 4h30, 5h de la maison? 4h15, 4h15. Alors vous voyez, déjà en 2 jours, il va avoir fait ses 35 heures. Et je ne peux pas le payer en fonction. Alors, les choses, elles sont là. Quand vous les amenez sur le marché, elles ne représentent pas plus de 10 ou 20 ou 30 euros. Alors tu te poses des questions. Plus qu'une dizaine de bergers dans toutes les Pyrénées. Mais pour combien de moutons? Éric est un survivant de la transhumance, un prince de l'estive qui, heureusement, a plus d'un tour dans son tablier. On va changer de métier. Deuxième casquette. Oui, notre casquette, notre béret, je dirais. Deuxième béret. Voilà. Alors qu'est-ce que tu nous prépares là? Alors là, eh bien, notre garbure. On l'a fait à base de porc. Pourquoi à la base de porc? Parce que bon, si on revient 20 ans en arrière, on n'avait que des cochons. Alors attends, excuse-moi d'abord, explique-moi 2 minutes, qu'est-ce que c'est que la garbure, ce fameux plat traditionnel? La garbure, c'est une grosse potée. Une grosse potée faite à base de légumes. Pour donner du bon goût, on va mettre un os de jambon qui a séché pendant 1 an et demi ou 2 ans. Et c'est ça qui va donner ce petit goût, ce petit pic à la garbure qui va faire le plus d'autres garbures. Et tu laisses macérer quand même plusieurs heures. Alors une garbure, il faut la faire la veille pour la manger le lendemain. D'accord. Ah, tu sais le faire toi aussi la soupe. Hein? On l'avait dessus tout. Hein? Voilà, on fait des gros morceaux comme ça, hein, pour aller retrouver après dans la garbure. Ici on l'aime le poivre. Pourquoi on l'aime? Parce que ça nous permet de boire un coup. Ce jour-là, les amis d'Éric Labadie sont venus à 2200 mètres d'altitude pour fêter son fameux plat, la garbure, et chanter leur joie en patois. Les Pyrénées, ça creuse l'appétit et ça donne de la voix. Et alors les chanteurs là? Avec un peu de pain. Tu l'aimes la soupe, Olivier? J'adore ça. Parce qu'on a que ça au menu aujourd'hui. Fait avec autant de passion. De l'os de jambon. L'os de jambon, tu vas le sentir. Nous, comme je t'ai expliqué, quand on monte, quand on fait la transhumance à pied, on a un béret sur la tête. Il est marqué Campan Tourmalet, c'est la transhumance qui fait. D'en bas, ton village, Tourmalet. On fait une transhumance toujours la 2e semaine de juin. Et on met tous le béret et celui-là on te l'offre. Tu l'as pas fait à pied, ça fait plaisir. tu l'as fait avec le train. D'accord. Et on t'offre ça. Et en partie à pied. Bah, écoute, vraiment, j'ai transhumé jusqu'à chez toi avec beaucoup de bonheur. Merci beaucoup de ton accueil. Merci à tes amis. Et bonne continuation. Merci pour la garbure. La descente va être plus facile. Merci Eric, j'étais très, très heureux. Et puis bonne saison. Et bonne continuation. Dans tes pâturages et puis à la prochaine. Hein. Allez, au revoir. Bonne journée. Au revoir, merci encore. Une nouvelle traversée, cette fois-ci dans le Piémont des Pyrénées. Direction Lourdes, la ville pieuse, 15 000 habitants et 6 millions de pèlerins par an, qui accourent de tous les continents, en avion ou en train. Lourdes, 2 minutes d'arrêt, c'est par là. Bonjour. Monsieur. Voilà, je prends un café? Oui, je vous le fais tout de suite. Vous êtes là pour quelques jours? Je vais voir si je reste ici cette nuit ou pas, ça dépend un petit peu. Vous venez en
train justement, parce qu'apparemment il y a beaucoup de travaux sur la voie, c'est ça? Oui, il y en a plein. Mais vous êtes en pèlerinage ou vous êtes en... Non, je viens pour visiter les Pyrénées. Il parle justement de faire une traversée avec Merci le beaucoup. train dans les Pyrénées. Oui. C'est à de l'actualité. Oui. Et alors je vois qu'il y a aussi des pèlerinages pour combattants, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? On a organisé ce pèlerinage, mais actuellement on est 15 000. Et quand on a commencé en 88... 15 000 pèlerins. Voilà. En 88, qu'on a commencé... Mais c'est pas rien organiser ça chaque année alors? C'est tous les 2 ans. On a 5 jours de pèlerinage, on a 13 cérémonies dedans qu'on organise nous-mêmes et on est le plus gros pèlerinage à Lourdes actuellement. Je vois qu'il y a aussi une nouvelle génération. Voilà, C'est parce quoi? que nouvelle génération, c'est les OPEX. OPEX, c'est-à-dire opérations extérieures. Ceux qui sont en Afghanistan, au Tchad, Ah oui, donc les combattants, les soldats aujourd'hui. Il y en a qui viennent Ah oui, à Lourdes. parce que on les a rentrés parce que dans ces combattants, il y a des jeunes militaires qui ont été très blessés et que maintenant, ils sont, disons qu'ils sont touchés dans leur tête. Hein. Syndrome post-traumatique. Voilà. Alors si c'est vous qui organisez ça, c'est-à-dire que vous avez la foi aussi. Ah ben on a la foi et on y croit, mais il faut y croire. Hein. Et on m'a dit qu'il y avait même un pèlerinage à Lourdes de motards. Ah oui, qui venaient en moto. Justement, vous tombez bien. Oui. Et ils sont là ce week-end. Ils sont là ce week-end. Ce week-end. Expliquez-moi comment ça se passe. Ils viennent avec leur moto. Ils viennent avec leur moto. Ils viennent se faire bénir avec la moto. Non, il faut bénir les casques. Parce qu'ils vont je crois même qu'il y a une bénédiction des motards dans un parking à côté des sanctuaires. Quel est votre prénom? Odette. Merci Odette, hein. Merci beaucoup. Et puis je reprends la route. Enfin, d'abord, je vais visiter Lourdes et voir les motards. Voilà. À bientôt Odette. Merci, au revoir. Ouais. Au revoir. Lourdes, ville Babel, où l'on parle la langue de la piété, à pied ou en 2 roues. Un pèlerinage pour motards, plutôt curieux, non? Lourdes est une ville où l'homme aussi fait des miracles. Bonjour. Vous savez aussi la messe des motards? Continuez là-bas en bas, vous passez le parking et c'est juste là-bas en bas. D'accord, bon, on voit déjà les motos alors. Voilà. Vous y allez vous? On y va. D'accord. Chaque année. Vous allez vous faire bénir? Oui. Vous faites bénir quoi, la moto? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Bonne messe alors. Merci. À tout de suite. Merci. À tout à l'heure. Pour ce pèlerinage-là, il suffit d'avoir son permis. La foi déplace les montagnes et les passionnés. Sur le parking, Catherine et Tito sont fin prêts pour la bénédiction. Vous combinez la foi et l'agréable, si je puis dire, votre passion, la moto. Voilà, absolument. D'accord, c'est original comme pèlerinage. Hein? Oui, tout à fait. C'est une bonne idée. Des centaines de motards ont garé leur engin pour assister à la messe qui leur est dédiée. À l'hôtel, le prêtre polonais Wojciech, l'ami des bikers. Donne-moi, même si cela me coûte, d'observer le code de la route, par respect pour la vie que tu m'as donnée et pour celle de mes frères qui est sacrée. L'obole dans le casque et la foi au bout du guidon. Allez, un bon coup de kick et les Paradise Angels, les anges du paradis, sont repartis. Ah, le cierge géant est là, mais question bougie moteur, ça ne marche pas à tous les coups. L'étincelle, en revanche, est dans tous les cœurs. Celles qui se serviront de ce moto, qu'ils fassent route en toute sécurité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Lourdes, rendez-vous des fanas du bitume de 7 à 77 ans. Allez, un peu de carburant béni pour les âmes et pour la route pyrénéenne.
combien de motards aujourd'hui? Je estimé autour de 2500, peut-être 3000. J'ai l'impression que chaque année, ils sont plus nombreux parce qu'il y a 5-6 ans, on a commencé la bénédiction, quelques 200 mètres plus loin. Quoi. Ouais. Il y a un besoin de se rassembler, de vivre un moment spirituel, de communion. Et voyage, pèlerinage, quand même, ça va ensemble quelque part. Bien sûr. Mais je pense au fond, quand j'ai l'occasion d'échanger avec l'un ou l'autre, ceux qui vivent, ils y tiennent beaucoup. C'est un moment quand même assez fort pour eux, de penser à leurs amis, à ceux qui sont morts, à ceux qui sont blessés, de penser à leur famille, voilà. Oui. À l'extérieur, c'est la joie, c'est le folklore quelque part, mais chacun vient avec quelque chose qu'il veut confier, il veut prier. Et vous allez vous mettre à la moto? Non, pas encore. Bah, j'ai déjà fait de la moto avant d'être prêtre, là, donc... Ah, voilà, quoi. Des pèlerins dans tous les sens du terme. C'est aussi ça, le miracle du voyage. Allez, un peu de motostop jusqu'à la gare. À côté de Lourdes, les grottes de Bétharram qui plongent sous les Pyrénées. Un voyage à 800 mètres sous la terre. Vous êtes entré dans les Pyrénées-Atlantiques, vous ressortirez dans les Hautes-Pyrénées, après avoir effectué la traversée complète d'une montagne. Albert Ross, le propriétaire des lieux, m'entraîne dans ces grottes qu'il connaît depuis sa plus tendre enfance. Donc vous voyez, on se dirige vers la fameuse colonne en formation. Et les deux extrémités vont se rejoindre un jour? Donc voilà, la stalactite qui tombe et la stalactite qui monte vont se retrouver, se unir dans 5000 ans, à raison d'1 centimètre par siècle, s'il y a assez de calcaire et assez d'eau. En tombant, la goutte d'eau laisse attacher à la pierre un petit anneau d'une substance blanchâtre. C'est le commencement de la stalactite. Eh bien, nous allons retrouver la lumière du jour grâce au petit train que l'on va retrouver. C'est un petit train donc qui est dans une grotte et qui est unique en son genre au monde, puisqu'il s'agit d'un monorail. Un monorail, voilà. Dans un souterrain en plus. Voilà, sur pneus, traction électrique. Il permet donc de faire un trajet de 700 mètres. Et on a 2 rames de train. Tout ça sous terre. Voilà, tout ça sous terre. Ben voilà. Donc je vous invite à prendre place. On va reprendre le train. Voilà. Albert Ross, qui est décidément un original, fait même vieillir son vin à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Enfin, pour l'instant, personne n'y a encore goûté. Merci pour ce voyage au centre de la Terre, ou presque. Puis là, on se réchauffe un peu. Ouais, absolument. À bientôt, Albert. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir. Il y a des revues aussi. Voilà, je vous retrouve. Ah ben voilà. Je peux m'asseoir là? Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Avec les marcheuses, les randonneuses. Voilà. D'accord. Tout à fait. De Lourdes. Bah, de Lourdes, pas trop. En passant, non, voilà. Par voilà, Lourdes. ça a été l'étape arrivée et départ Lourdes. D'accord. Donc alors, bien sûr, visite de la basilique, de la grotte. On se sent plus légère après être passé par Lourdes alors? Plus légère, non, plus lourde, puisqu'on a dans nos sacs l'eau, les chapelets, les petites vierges. D'accord. Alors, plus lourd ou plus léger après Lourdes? L'âme s'enrichit en tout cas des rencontres dans le train et à côté du train. Les chemins de la foi sont aussi ferroviaires. Le pèlerinage continue sur les rails et à travers champs jusqu'au bout des Pyrénées, le Pays Basque et son chapelet de villes au nom mythique. On va essayer de monter, faire du train stop. Oh, le conducteur. Bonjour. Oui, bonjour. Je peux monter avec vous pour voir comment c'est de la cabine du conducteur? Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Allez, montez. Bienvenue à bord. Bonjour. Bonjour. Olivier. Pour vous, Bruno, c'était une vocation que de devenir conducteur de train?
Vocation peut-être pas, mais rêve de gosse, ouais. Un rêve de gosse. Ouais. Ah oui. Vous vouliez conduire un train. Hein. Ouais, vous n'avez pas le temps d'admirer le paysage ou... Ouais, c'est-à-dire trop que vite. je le connais, donc on fait plus gaffe. Par contre, les gens qui ont la chance de venir en cabine avec moi, ou avec d'autres conducteurs, hein, J'ai de la chance alors aujourd'hui. voilà, ouais. Eh bien, ils ont une autre vision du paysage. Quand on est devant et quand on est derrière, c'est plus pareil. 130 maximum, comme sur l'autoroute. Je suis obligé de le respecter. Parce que là, on a une espèce de mouchard qui enregistre la vitesse. Donc, Le mouchard n'enregistre pas les passagers clandestins dans non, les cabines, pas du tout. Pas encore, pas encore. Ça va peut-être venir. Bon, c'est donc un pays où il fait bon vivre, le pays basque et le pays pyrénéen. Ouais, et malheureusement, il y a peut-être un peu trop de monde. Ah oui, ça arrive. Là, ça va arriver, là, et ça commence à devenir un peu trop prisé. Voire même, je me demande si un jour on va pas passer devant la Côte d'Azur. Ah bon? Ah ouais. Mais merci pour la visite et de d'avoir rien. partagé cette passion, cette vocation, ce rêve de gosse, comme vous dites. Voilà, ça a été un plaisir. Avec des trains grandeur nature, Voilà. il y a encore un peu de monde. Ah oui, là oui. Je vais faire tout petit pour passer. Voilà, ok. et voilà, allez-y. Merci Bruno, à bientôt, au revoir. Au revoir. Allez, il faut descendre toujours face. Toujours face. Face à la machine, hop. Voilà. À bientôt, au revoir. Allez, au revoir. Merci. Un autre train m'attend, plus petit celui-là, qui remonte vers la frontière espagnole, à 900 mètres d'altitude, par une voie acrobatique. Un train conservé dans son jus d'origine et chouchouté par ses 20 employés. Le train à destination de la Rune va partir. Attention, fermeture des portières. Les Pyrénées, à petite allure. C'est le bonheur quotidien d'Henri, voyageur des cimes pendu à sa crémaillère. On a 25%. On ne réalise pas trop quand on est dessus, mais c'est vrai que c'est quand on le prend en footing qu'on se rend compte. On ne connaît pas, nous, personnellement, je pense, le bonheur. Ouais. On se rend compte par les personnes comme toi qui viennent de l'extérieur, qui se disent oh, que trop c'est dedans, bon. Ça. quoi. Ouais, voilà, nous on connaît ça, c'est naturel pour nous. Mais Tu il l'as est clair région, qu'on le réalise. Oui, oui, Tu es de la région, tu es basque. oui, je suis basque et j'habitais 1 kilomètre ici. Un kilomètre d'ici, Ah oui, je suis carrément. Voilà, il y a 19 ans, hop, tu es monté à bord du train. Exactement, 1 kilomètre plus haut. 1 kilomètre plus haut. Vous avez la chaîne des Pyrénées vers l'est et à l'ouest vous avez la mer. C'est la spécificité de la Rune qui fait qu'il a un charme quand même qui est ouvert à tout le monde. Henri s'avoue toujours émerveillé par ses Pyrénées natales, fussent-elles dans la brume. Les sommets ressemblent alors à des coiffes de fées, à 2 pas de la frontière espagnole et des chemins de contrebandiers. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est la borne frontière. La borne frontière. Voilà. On vient de passer en Espagne. En Espagne, d'accord. En Espagne. France-Espagne, d'accord. Et voilà, on est en France. Pour toi aujourd'hui, l'identité basque, c'est quoi? C'est l'appartenance à une culture ou c'est aussi pratiquer la langue? La langue basque n'a pas de frontières. On va dire, vous pouvez parler avec un espagnol qui est pas trop loin, on va dire même en 10-20 km côté espagnol, mais vous allez toujours le communiquer facilement en basque. Alors que la langue espagnole, ça vous fait déjà différencier avec le français. Mais le basque, lui, se communique plus facilement et on va dire la poignée de main est beaucoup plus facile, quoi. Pays basque chéri, à cheval sur 2 pays. Telle est la devise d'Henri qui repart par le sentier des contrebandiers. Il est vrai qu'on ne sait plus où se situe la frontière, dans une mer de coton. Et les langues se délient, se mélangent dans le sillage du train de France ou de Navarre. Qu'est-ce que tu
de la crémaillère. Ah, il faut mettre la graisse dessus, d'accord. Il y a mettre de l'huile. Ah oui. Ah, ça y est, ça se dégage un peu là. Allez, il est temps de redescendre au-delà des nuages vers la terre, j'allais dire ferme, en tout cas le pied sur les freins. Allez Olivier, je te laisse gérer le frein. Allez, allez. Tu fais juste ça, tu as juste à garder un peu l'allure. Tu vois, si ça part, tu freines un peu. Là, je serre là. Vas-y, serre encore. Tu freines sur la crémaillère là, voilà. Sur les rails. Voilà. Non, il n'y a aucun freinage sur le rail. D'accord, que la crémaillère. Voilà, le rail est juste porteur. Ouais. Voilà. Là, on va laisser partir. On va laisser partir 8 km/h. Dernier tronçon, la côte basque qui approche, là où les Pyrénées s'abandonnent au rivage. Le mariage du calme et de la fureur, la tête tournée vers les sommets, les pieds dans l'Atlantique, jusqu'à Hendaye. Biarritz, une ville au goût salé, station balnéaire au charme suranné, qui aime les vagues et le frisson. C'est la patrie du surf, côté français. La passion de la glisse, dans un décor de sable. Bonjour. Bonjour Christophe. Olivier, content de te rencontrer. Bonjour. Enchanté. Voilà, donc c'est le fameux club de surf ici. Voilà, c'est la première Maurice. école de surf qui a été créée en France par mon père il y a maintenant presque 50 ans. Et j'ai repris le flambeau il y a maintenant une douzaine d'années. D'accord. Avec une méthode un peu traditionnelle, c'est ça? Voilà, donc c'est une méthode qu'a mis au point mon père à ses débuts, et qu'il a perfectionné, que nous aussi on a un peu peaufiné et qui fait bien ses preuves. Le surf a débuté en France ici même à cette plage. Donc c'était un cinéaste, Peter Vertel, qui était venu ici tourner un film. Quand il est arrivé ici, qu'il a vu cette plage avec les vagues, il s'est dit mais il n'y a personne qui fait du surf ici, les vagues sont très bonnes pour ça. Donc il a fait importer des planches des États-Unis, qu'il a laissé en partant. Et donc mon père et ses amis ont commencé à prendre les planches, à essayer de surfer, et voilà, ça a débuté ici. Super. Super, on bouge plus. Caroline Soleil, voilà. Génial, merci beaucoup. Et ici, et puis sur la pointe. 1, 2 et 3. D'accord? Pilar est espagnole. Elle vient de New York pour se frotter à la technique de Christophe. Tu peux sourire, hein, ça marche aussi. Bon allez, il est temps de s'y mettre et de jeter sa planche à l'eau. 2, tu lèves les fesses, 3 le pied arrière, 4 le pied avant. Voilà. Tu regardes loin devant, regarde pas tes pieds. Voilà. Bon, ben, je vais essayer alors. La fameuse méthode Moraïs en 3 ou 4 étapes. La méthode Moraïs a fait ses preuves. Enfin, pas pour tous. Il faut sûrement être doué et tenace. Bon, pour Pilar l'Espagnol de New York, en tout cas, ça semble bien parti. Merci Christophe, hein, j'étais ravi d'apprendre la méthode en 3 leçons. Je suis content que tu aies réussi en 3 étapes. Enfin, Roland il dit 4, mais bon. Bah, bonne continuation Christophe, à bientôt. Hein, puis merci, je reprends la planche, je la ramène là-bas. Okay. Pilar, adios. Hein. Adios. Bonne continuation. Hein. Allez. À la prochaine. Hein.
donde te vas? Et tu vas où? Je vais à San Sébastien. De l'autre côté de la frontière? La frontera, non? La frontière, ça dépend pour qui. Pour moi, je reste dans le Pays Basque. Pour moi, il n'y a pas de frontière. Pour les Français, si. Et toi, tu es basque, c'est ça? Et tu penses que c'est le même pays? Pour les Basques, aussi bien ceux du Sud que du Nord, il n'y a pas de frontière. C'est le même pays. Et c'est la même culture? La culture est différente, car les États sont différents, mais c'est le même pays. Pour moi, ce sont les mêmes gens. Mais tu es obligé de changer de train. Oui. Oui, comme ce sont des États différents. Deux trains pour une même culture. Allons voir du côté de la frontière. Mais avant, j'ai rendez-vous à Saint-Jean-de-Luz avec un champion de pelote basque, Didier Lopez. Et ça, et après tu tapes. Avance Léo! Allez! On s'applique et on se parle. Ouais. Voilà. Allez, on se replace. Mathéo, tu dois lui passer devant, toi. Bien. Qui c'est qui est devant? Qui c'est qui est devant avec eux, là? C'est Raphaël. On s'applique. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Très bien. Ravi de te rencontrer, mais je ne peux pas te déranger non. sur ton terrain. Oui, sur mon terrain de jeu. Ouais. Donc ça y est, de champion, tu es devenu entraîneur. Oui, on essaye de leur donner un peu ce qu'on a reçu nous, de l'éducation de nos entraîneurs. Oui, j'essaie de transmettre. Et la relève est assurée ou pas? Oui, la relève est assurée. D'ailleurs, vous les avez là. Vous avez des champions de France. Louis qui a été champion de France cette année encore. Un petit rouge, oui. Qui a été champion de France avec Andoni, qui est en bleu, qui a été champion de France en poussin. On est dans l'art aussi également. Oui. Mais de toute façon, c'est pour ça que ça plaît. Les enfants aiment ce sport-là, surtout le canchita, parce qu'ils mettent un chistera au bout de la main. Et c'est quand même un geste qui est très beau. C'est un sport qui est à la fois populaire, mais en même temps très identitaire, non? Oui. Là, il faut savoir que la pelote basque, de toute façon, ça fait partie de la culture du Pays basque. Tous les enfants du Pays basque ont joué un jour à la pelote basque. Est-ce qu'il y a des champions encore aujourd'hui qui vivent de la pelote basque? Oui. On a des champions surtout aux États-Unis. Ils vivent très bien de la pelote. Et après, Oui, moi j'y ai joué aussi en Floride. En Floride, c'est ça? J'ai joué en Floride quelques années. Donc j'en ai vécu bien. J'ai passé de très bons moments. Et ça a été une très grande expérience pour moi, puisque moi je viens aussi de l'intérieur des Pays Basques, d'un petit village de Montléon, et sans la pelote, je ne serais peut-être jamais sorti de là-bas. Et c'est étonnant qu'on puisse en vivre en Floride, qu'on puisse être champion de pelote basque aux États-Unis. Pourquoi? Il y a beaucoup de Basques. Parce que les Américains ont beaucoup parié sur la pelote. Ils avaient mis en place un système de casino, pelote casino, c'est-à-dire que les gens venaient parier sur le joueur de pelote basque. C'est ça qui a fait la grande partie du grand moment de la pelote basque aux États-Unis. Et là donc, quand on renvoie avec la cistera la pelote, elle part à quelle vitesse? Entre 200 et 300 km/h. C'est le sport de balle le plus vite. Vaut mieux guetter, je vois que tu guettes toujours. Oui, je guette parce que j'ai peur pour vous. Normalement, ils arrivent à mettre la pelote à peu près où ils veulent, mais il vaut mieux quand même prévenir que guérir. Merci Didier, j'étais ravi de t'avoir rencontré. Merci pour la visite et d'avoir partagé la joie de ce sport, et je m'en vais vers Hendaye, la fin de mon voyage. D'accord, et bon périple, à très bientôt. Toi aussi, à bientôt et à la prochaine. Bonne continuation, au revoir. Le Pays basque est un royaume du rebond pour les grands enfants de la balle. On va de fronton en frontispice jusqu'au front de mer. Hendaye, ville frontière, au bout de la ligne de chemin de fer, au bout des Pyrénées. Terminus. Les locaux sont au repos, trop larges pour les voies et les châteaux d'Espagne. Pierre Loti a aimé s'ancrer ici. Hendaye, la Basque, fille du vent qui gonfle ses voiles, est aussi une ville qui adore le jeu. Elle compte d'ailleurs un casino dans lequel s'installe pour l'été une libraire parisienne d'origine basque qui retrouve ses racines. Une femme de caractère qui a créé le prix Pierre Loti
et qui aime par-dessus tout les voyages. La librairie Ulysse d'été. Bonjour Catherine. Bonjour Olivier. Enchanté de te rencontrer, c'est bien là, la librairie Ulysse d'été. C'est là. Enchanté. L'ouverture officielle est demain. Demain, d'accord. Du 20 juin au 20 septembre. Mais dis-moi, la librairie Ulysse, c'est la première librairie en France à s'être spécialisée dans les voyages. Pas en France, au monde. Au monde? Au monde. Toutes les librairies de voyage sont mes petites filles. Ouais. Elles sont venues me voir et puis on est allé les voir pour en faire d'autres. Ouais. Mais je peux te dire que New York, Genève, Bruxelles, Londres, ils sont tous venus me voir avant d'ouvrir leur librairie. Oh là là, quelle vue pour une librairie. Tu vois. C'est original. Alors, normalement, mais c'est un Qu'est-ce suivi des tempêtes. C'est avez-vous quelque chose à lire? Tu prépares l'ouverture pour demain alors? Oui. Ça c'est pour les gens qui font la plage en marchant. Bon, dis-moi, il faut bien l'attacher parce que ça peut souffler. Oui, chez Catherine, reine des voyages, il y a toujours quelque chose à découvrir. Comme sur toute la côte basque, où commencent et finissent les Pyrénées. C'est bon là ton quelque chose encore? Ouais. Attention, tu vas te mouiller les pieds. Ouais, on va se mouiller. Délicieux. Qu'est-ce qu'on mange bien dans ton pays? Mais en tout cas, merci de m'avoir accompagné, de m'avoir fait visiter ton bout de côte basque. Ouais. Voilà, c'était le monde vu du train dans les Pyrénées, de la Méditerranée à l'Atlantique, dans des montagnes et des vallées souvent méconnues, avec des rencontres très attachantes. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.